Mes parents m'ont envoyé un SMS avant leur soirée, ne viens pas, tu ne es pas assez élite. Je suis resté seul à la maison. Mais ensuite mon frère a appelé, panisé, pourquoi ton visage est-il aux infos? J'ai souri et j'ai dit, je viens d'acheter l'entreprise. Au moment où il a réalisé. Mes parents m'ont désinvité de leur gala d'anniversaire car je n'étais pas assez élite. J'ai passé la nuit seul. Mais pendant qu'ils trinquaient à leur image, la nouvelle est tombée. Mon frère a appelé paniqué alors que chaque invité réalisait que la milliardaire de la technologie qu'ils idolâtraient était la fille qu'ils venaient de rejeter. J'étais assise sur le sol de mon studio, entouré de cartons à moitié pleins et de l'odeur de café éventé, lorsque mon téléphone a vibré contre le parquet. C'était un son violent dans la pièce silencieuse, me surprenant suffisamment pour que je laisse tomber le rouleau de ruban adhésif que je tenais. Mes mains tremblaient déjà, un symptôme de l'épuisement qui m'avait tourmenté pendant les 6 derniers mois, le genre de fatigue profonde qui vient de dormir 4 heures par nuit et de vivre à l'adrénaline. J'ai essuyé mes paumes sur mon sweatshirt surdimensionné et taché et j'ai attrapé l'appareil. L'écran s'est allumé avec une notification de ma mère. Mon estomac a fait ce retournement familier et écœurant qu'il faisait toujours quand elle me contactait. Nous étions à 3 jours de leur 30e anniversaire de mariage. Les noces de perles, comme ma mère, Solange, l'appelait depuis 2 ans. Ce serait l'événement mondain de la saison pour la haute société de notre ville de taille moyenne. Ils avaient loué la grande salle de bal de la société historique, engagé un quatuor à cordes et invité tout le monde qui comptait. Des politiciens, des familles de la vieille fortune et la nouvelle vague de capital risqueurs que mon père, Thierry, était désespéré d'impressionner. J'avais passé la dernière semaine à me tourmenter sur ce que j'allais porter. J'avais même rassemblé assez d'argent de mon compte courant de pigiste, celui qu'il connaissait, pour acheter une robe qui n'avait pas l'air de venir d'un magasin d'occasion. Bien qu'elle en vienne, je voulais être là. Malgré tout, malgré des années de piques subtiles et d'exclusions flagrantes, j'avais toujours ce désir enfantin et pathétique de les voir heureux et de faire partie de ce bonheur. J'ai déverrouillé le téléphone. Le message était long, trop long pour une simple prise de contact. Aurélie, commençait-il. Pas de salutation, pas de chaleur. Ton père et moi avons discuté des arrangements de table pour samedi. C'est devenu incroyablement compliqué. Nous avons reçu des RSVP de dernière minute de partenaires influents de la firme et du vice-maire. L'espace est une denrée rare. J'ai retenu mon souffle en lisant les mots, mais j'avais du mal à en comprendre l'implication. Pour être franche, c'est un événement de haute société. La liste des invités est élaborée pour le réseautage professionnel et l'image. Nous pensons que tu serais incroyablement mal à l'aise dans ce cadre. Tu ne connais personne et, franchement, ton style de vie actuel et ta présentation seraient difficiles à expliquer à nos investisseurs. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas. Nous pouvons organiser un dîner privé la semaine prochaine à la maison. Juste en famille. Ce sera moins de pression pour toi. Je l'ai lu à nouveau, puis une 3e fois. Seuls les invités de la haute société seraient là. C'était le sous-texte qui criait entre les lignes. Je n'ai pas laissé tomber le téléphone. Je l'ai posé très délicatement sur le sol à côté de moi comme s'il était fait de verre. Le silence dans mon appartement est soudainement devenu assourdissant. Ce n'était pas seulement un rejet. C'était un effacement. Il ne disait pas seulement qu'il ne voulait pas de moi là-bas. Il disait que j'étais un fardeau. Une tache sur la nappe blanche immaculée de leur vie. J'ai regardé autour de mon appartement. C'était petit. Oui, encombré. Certainement. Pour eux. Cela ressemblait à l'antre d'une femme qui n'avait pas réussi à démarrer sa vie. Une rédactrice de 29 ans qui s'en sortait à peine, vivant dans un quartier douteux, portant des vêtements démodés de 3 saisons. Ils ont vu les cartons et ont supposé que j'étais expulsé ou que je déménageais dans quelque chose d'encore plus petit. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait réellement dans les cartons. Ils ne savaient pas que la présentation dont ils avaient si honte était une armure soigneusement construite que j'avais portée pour protéger la seule chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. J'ai ramené mes genoux à ma poitrine, sentant le froid s'infiltrer à travers mes leggings. La maladie physique contre laquelle je luttais, la nausée du stress, les vertiges des négociations à enjeux élevés ont soudainement culminé. J'ai eu un haut-le-cœur, vomissant à sec dans mes mains. D'accord, ai-je chuchoté à la pièce vide, ma voix rauque, cassante et sèche. D'accord, ce n'était pas d'accord. C'était dévastateur. Mais à mesure que le choc commençait à se dissiper,
il a été remplacé par une clarté froide et dure. Ils voulaient protéger leur image. Ils voulaient s'assurer que leurs investisseurs seraient impressionnés. J'ai regardé le calendrier sur mon mur. Samedi, le même jour que la levée de l'embargo. La trahison était pire que le diagnostic d'échec qu'ils m'avaient donné des années auparavant. C'était la confirmation finale que leur amour était entièrement conditionnel à ma valeur nette. Les larmes ne sont pas venues immédiatement. Pendant la première heure, je suis restée assise, paralysée par la cruauté pure et simple de la chose. Je les ai imaginés assis dans leur véranda, cette pièce au mur de verre remplie de plantes exotiques dont ma mère savait à peine s'occuper, en train de rédiger ce texte. Je pouvais voir mon père, Thierry, agiter son scotch, hochant la tête pendant que ma mère tapait. C'est pour son bien, aurait-il dit. Elle se tiendrait juste dans un coin, l'air d'un chiot perdu. C'est gênant pour tout le monde. Exactement, aurait acquiescé Solange, en appuyant sur envoyer sans y penser à 2 fois. On peut lui donner un chèque la semaine prochaine. C'est ce dont elle a vraiment besoin de toute façon. Je me suis levé, mes jambes tremblantes, et j'ai marché jusqu'à la kitchenette. J'ai versé un verre d'eau du robinet et l'ai bu, essayant de me débarrasser du goût amer dans ma bouche. Mon reflet dans la fenêtre était celui d'une peau pâle et fantomatique, des cernes sous les yeux, des cheveux attachés en un chignon désordonné. J'avais l'air d'un désastre. J'avais exactement l'air de la fille dont ils avaient honte. J'ai repris le téléphone. Je devais répondre. Si je ne le faisais pas, ils appelleraient, feignant l'inquiétude, poussant le récit qu'ils me rendaient service. Compris, ai-je tapé. Je ne voudrais pas être une distraction. Passer un merveilleux anniversaire. Je l'ai envoyé avant de pouvoir changer d'avis. C'était passif. C'était faible. C'était exactement ce qu'ils attendaient d'Aurélie, le paillasson. Presque immédiatement, 3 points sont apparus. Merci d'être raisonnable, ma chérie. Nous savions que tu comprendrais. Nous t'enverrons des photos. Des photos ? Il m'enverrait des photos de la fête à laquelle je n'étais pas assez bien pour assister. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et j'ai marché jusqu'au bureau qui dominait le coin de la pièce. C'était un bureau en aggloméré bon marché que j'avais acheté d'occasion il y a 5 ans, actuellement couvert de 3 moniteurs, d'un enchevêtrement de câbles et d'une pile de documents juridiques assez épaisse pour arrêter une balle. Je me suis assise et j'ai passé ma main sur le document du dessus. Le papier était lourd, un papier de qualité chère. L'entête était gaufrée à l'encre argentée, accord d'acquisition, technologie luminante, et le groupe Apogée. Mes parents pensaient que j'étais une rédactrice pigiste. Ils pensaient que je passais mes journées à corriger la grammaire d'essais universitaires et de blogs obscurs. Ils ne savaient pas que Luminante, l'algorithme de compression de données cryptées qui révolutionnait actuellement la façon dont les services de streaming géraient la vidéo 8K, avait été écrit sur ce même bureau. Ils ne savaient pas qu'Ève Dubois, la fondatrice et PDG insaisissable qui avait refusé toutes les interviews vidéo et ne communiquait que par email crypté, était leur fille, Aurélie Dubois. J'ai tourné à la dernière page. Ma signature était déjà là, l'encre sèche. À côté, la contre-signature du PDG du groupe Apogée, et en dessous le prix d'achat. C'était un nombre avec 9 zéros. J'ai tracé les zéros avec mon doigt. 1,2 milliard d'euros. Mes parents s'inquiétaient de leur hypothèque. Ils s'inquiétaient du leasing de la berline de luxe de mon père. Ils s'inquiétaient que ma présence effraie les investisseurs qui pourraient injecter 50 000 euros dans la firme de conseil chancelante de mon père. Si j'étais allé à cette fête, si j'étais entré en portant ma robe d'occasion, j'aurais été la personne la plus riche de la pièce, par un facteur de 10. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, ai-je chuchoté, la colère commençant enfin à chauffer le sang dans mes veines. Ils ont oublié de me demander ce que j'ai fait ces 5 dernières années. J'ai regardé la date sur le contrat. L'acquisition devait être annoncée publiquement à 18 h le samedi, l'heure exacte à laquelle leur fête commençait. Je n'y allais pas. Je respecterais leurs souhaits. Je resterais seul dans mon appartement, mais ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils essayaient de me cacher, le reste du monde était sur le point de me chercher. Pour comprendre pourquoi ce message texte m'a brisé, il faut comprendre l'écosystème de la famille Dubois. Je n'ai pas toujours été le mouton noir. Quand j'étais enfant, j'étais la silencieuse. Mon frère, Julien, avait 3 ans de plus et était le soleil incontesté autour duquel mes parents gravitaient. Julien était bruyant,
athlétique et charmant de cette manière superficielle que les adultes aiment. Il a eu la veste de l'équipe universitaire. J'ai eu la carte de bibliothèque. Il a eu des tuteurs privés pour ses notes de ses moins en mathématiques. On m'a dit de me débrouiller quand je voulais apprendre le codage. Ce n'est pas qu'ils étaient abusifs au sens traditionnel. Ils étaient juste indifférents. Ils voyaient les enfants comme des accessoires à leur propre statut. Julien avec ses trophées de football et plus tard son emploi dans une banque d'investissement de niveau intermédiaire correspondait à l'esthétique. Il avait bonne allure sur la carte de Noël familiale. Moi, j'étais maladroite. J'aimais les ordinateurs. J'aimais le silence. Je ne me souciais pas du club de campagne ou des balles de débutantes auxquelles ma mère essayait de me forcer. Au moment où j'avais 22 ans, le récit était établi. Julien était le succès et moi, le projet. Aurélie est toujours en train de se chercher, soupirait ma mère à ses amis pendant le brunch, baissant la voix, comme si j'avais une maladie en phase terminale. Elle est artistique. Quand j'ai lancé Luminante il y a 5 ans, j'ai fait le choix conscient de la garder séparée d'eux. Au début, c'était par peur de l'échec. Je ne voulais pas qu'ils aient plus de munitions pour se moquer de moi si cela échouait. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, que j'obtenais mon premier financement d'une firme de capital risque de premier plan dans la technopole, tout géré à distance, tout en toute discrétion, le secret est devenu un bouclier. Je connaissais mes parents. Je savais que s'ils sentaient l'argent, l'indifférence disparaîtrait. Soudain, ils seraient si fiers. Soudain, mon père voudrait être au conseil d'administration. Soudain, ma mère gérerait mon image publique. Je ne pouvais pas les laisser y toucher. Luminante était à moi. Mais malgré les connaître, j'ai quand même essayé. Je me présentais à chaque anniversaire, chaque fête. Je leur achetais des cadeaux attentionnés qu'ils jetaient un coup d'œil et mettaient de côté. J'écoutais mon père me faire la leçon sur la responsabilité fiscale alors que je gérais une entreprise avec 40 employés à distance et un taux de consommation de 20 000 € par mois. Et puis il y avait l'antagoniste dans l'ombre, Julien. Mon frère n'était pas seulement l'enfant doré. Il était le poison dans le puits. C'était lui qui leur chuchotait à l'oreille. Aurélie a l'air un peu minable, disait-il à la Toussaint, se versant un verre de vin. Je pense qu'elle demande encore de l'argent. Vous devez être ferme avec elle. L'amour vache, n'est-ce pas? Il travaillait dans la gestion de patrimoine, un vendeur glorifié pour une firme qui profitait de gens comme mes parents, des gens qui avaient de l'argent mais pas de bon sens. Il savait exactement comment appuyer sur leurs boutons. C'était lui qui les avait convaincus que mon style de vie était une honte. J'ai découvert plus tard, par une connaissance commune, que Julien avait explicitement fait campagne pour que je sois désinvité de la fête d'anniversaire. Elle va gâcher l'ambiance, avait-il dit à ma mère. J'essaie de conclure un accord avec la famille Beaumont à la fête. S'il voit Aurélie traîner dans des haillons, l'air d'être à l'aide sociale, ça nous fait paraître instable. Nous devons projeter de la puissance. Maman, Julien, l'homme qui louait une Porsche qu'il ne pouvait pas se permettre. L'homme qui m'avait emprunté 10 000 € il y a 3 ans et ne les avait jamais remboursés. Un prêt dont je n'avais jamais parlé à nos parents parce que je ne voulais pas le gêner. C'était lui qui orchestrait tout ça. Il voulait la scène pour lui seul. Il voulait être le seul héritier du prestige social des Dubois. J'ai regardé l'horloge. C'était vendredi soir. La fête était dans 24 heures. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était une notification de l'application Les Échos. Flash info. Le monde de la tech bourdonne de rumeurs d'une acquisition massive de Luminante. Annonce attendue demain. J'ai souri. C'était un sourire froid, tranchant, qui n'atteignait pas mes yeux. Julien voulait projeter de la puissance. Il voulait s'assurer que seuls les invités de la haute société étaient présents. Il allait obtenir exactement ce qu'il voulait. La femme la plus en vue de la région allait être le principal sujet de conversation. Elle ne serait simplement pas dans la pièce pour le sauver lorsque la vérité éclaterait. Le samedi matin est arrivé avec un calme gris et oppressant qui correspondait au nœud dans mon estomac. Le gala d'anniversaire était dans 12 heures. Mes parents et Julien étaient probablement déjà sur le lieu, terrorisant les traiteurs et s'assurant que les arrangements floraux étaient suffisamment agressifs pour intimider leurs invités. J'étais assise à mon bureau, la lueur de mes 3 moniteurs éclairant les cernes sous mes yeux. J'avais dormi peut-être 2 heures, me tournant et me retournant tandis que la réalité de mon exclusion s'installait dans mes os comme du plomb.
Mais avec le lever du soleil est venu un changement. La tristesse se calcifiait en quelque chose de plus froid, de plus dur. C'était l'ingénieur en moi qui prenait le dessus, la partie de mon cerveau qui résolvait les problèmes, non pas en pleurant dessus, mais en les démontant, composant par composant, jusqu'à ce que le défaut soit exposé. S'ils étaient si terrifiés que je nuise à leur image, je devais comprendre exactement quelle image ils essayaient de protéger. La firme de conseil de mon père, Dubois et Associés, avait toujours été projetée comme un pilier de stabilité. Nous vivions dans le bon quartier, conduisions les bonnes voitures, et les vacances étaient toujours documentées sur les réseaux sociaux. Mais je savais mieux. Je connaissais la cadence spécifique de la voix de ma mère lorsqu'elle essayait de charmer un créancier au téléphone. Je connaissais la façon dont mon père transpirait lorsque le courrier arrivait. Voyons ce que vous cachez, ai chuchoté, mes doigts planant au-dessus du clavier mécanique. Je n'avais pas besoin de pirater quoi que ce soit d'illégal. J'étais architecte de données. Je savais comment trouver des informations publiquement disponibles mais enfouies profondément dans les sédiments numériques. J'ai commencé par les registres du greffe du comté pour la maison. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver la première fissure dans la façade. Il y avait 3 privilèges sur la propriété. Pas un, ce qui pourrait être un prêt de rénovation, mais 3 réclamations distinctes totalisant près de 2 millions d'euros. Le plus récent datait d'il y a 6 mois. Un prêt privé à intérêt élevé. Le genre que l'on ne contracte que lorsque les banques vous ont déjà ri au nez. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ils étaient sous l'eau, profondément sous l'eau. Je suis passé aux registres commerciaux. Dubois et Associés avaient déclaré une perte nette pendant les 4 derniers trimestres consécutifs. Les investisseurs qu'ils étaient si désespérés d'impressionner ce soir ne cherchaient pas à développer l'entreprise. Ils étaient probablement les requins qui tournaient autour de l'eau, attendant de voir s'il restait de la chair sur l'os. Pourquoi la fête alors? Ai-je demandé à l'écran. Si vous coulez, pourquoi dépenser 50 000 euros pour un gala? Puis j'ai tiré les déclarations de négociation publiques. Mon frère Julien travaillait pour une firme qui gérait les comptes de retraite de mes parents. J'avais toujours supposé qu'il les gérait bien. C'était l'expert en finance après tout. J'ai recoupé les dates des prêts avec l'activité de négociation de Julien. C'était un fouillis de transactions d'options agressives et à haut risque. Le genre de pari qui ressemble à du génie lorsque le marché est en hausse et à de la négligence criminelle lorsqu'il est en baisse. Et puis je l'ai vu. Une série de virements du compte joint de mes parents vers une société de portefeuille que je ne reconnaissais pas, Société Anonyme Apex Venture. J'ai lancé une recherche sur la SARL. Elle était enregistrée à une adresse résidentielle. J'ai affiché la vue de rue. C'était le complexe d'appartements de Julien. Je me suis assise, l'air s'échappant de mes poumons dans un sifflement aigu. Julien ne gérait pas seulement leur argent. Il le siphonnait. Il les saignait à blanc pour couvrir ses propres pertes de trading, leur disant probablement que c'était la volatilité du marché ou une réallocation stratégique. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec un clic écœurant. La fête n'était pas une célébration. C'était une tentative désespérée et maladroite de projeter la richesse pour obtenir un renflouement ou une fusion avant que le château de cartes ne s'effondre. Et moi, la lutteuse, mal habillée, j'étais un rappel visuel de l'échec. J'étais le facteur de risque qu'il ne pouvait pas se permettre. Julien m'avait poussé à l'écart non seulement parce qu'il était gêné, mais parce qu'il était terrifié que je puisse poser la mauvaise question devant la mauvaise personne. Je n'étais pas seulement une fille dont ils avaient honte. J'étais la seule personne assez intelligente pour voir le crime commis au grand jour. J'ai pris mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant. Les tremblements avaient disparu. J'ai composé le numéro de Marc, mon conseiller juridique principal et la seule personne dans le monde physique qui connaissait l'étendue de la Corluminante. Aurélie, sa voix était rauque de sommeil. Il était 7 heures du matin un samedi. Changement de plan pour l'annonce, Marc, ai-je dit, ma voix plate et clinique. L'embargo est levé à 18 heures. Nous sommes prêts pour que le communiqué de presse soit diffusé sur le fil. Voulez-vous retarder? Non, ai-je dit, fixant l'écran où les enregistrements frauduleux de la SARL de Julien me regardaient fixement. Je veux accélérer l'angle personnel. Je veux que vous divulguiez l'exclusivité au créneau de prime time de BFM Business. Dites-leur qu'ils auront la première demande d'interview à l'antenne s'ils diffusent le segment à 18h05 précise. Et assurez-vous qu'ils ont la nouvelle photo de portrait, celle où j'ai l'air de posséder l'endroit. Aurélie,
c'est agressif. Vous détestez habituellement les projecteurs. Je sais, ai-je répondu, fermant l'onglet sur les crimes de mon frère. Mais j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, Marc. Si vous restez trop longtemps dans l'ombre, les gens commencent à penser que vous n'existez pas. Je dois rappeler à tout le monde que je suis très, très réel. Compris. Je vais appeler. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Je n'allais pas à la fête. Je n'en avais pas besoin. J'allais être la plus grande attraction de la pièce, qu'il le veuille ou non. 18 heures. J'étais assise sur mon vieux canapé beige, un verre de vin bon marché à la main, un dernier toast à l'ancienne Aurélie. Sur le moniteur central, j'avais le direct du rapport spécial du journal des affaires. Sur le moniteur de droite, j'avais un flux en temps réel des mentions de Luminante sur les réseaux sociaux. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des ventilateurs de l'ordinateur, mais dans ma tête, c'était une cacophonie. J'imaginais la grande salle de bal, le tintement des verres en cristal, les rires forcés. Ma mère dans sa robe argentée scintillante, serrant le bras de mon père, souriant jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. Julien travaillait la pièce, serrant la main d'homme qu'il était en train d'escroquer. Sur l'écran, la présentatrice, une femme au visage pointu nommée Sylvie, s'est tournée vers la caméra. Le graphique des flashs d'information a clignoté en rouge urgent. Dans un développement stupéfiant dans le monde de la technologie, a commencé Sylvie, sa voix exercée et grave. Le mystère derrière la plus grande acquisition de l'année a enfin été résolu. Les technologies Luminante, le géant de la compression qui a dérouté la Technopole par son anonymat, a été acquis par le groupe Apogée pour la somme astronomique de 1,2 milliard d'euros. J'ai pris une gorgée de vin. Le chiffre semblait irréel sur le ticker en bas de l'écran. Pendant des années, l'industrie a spéculé sur l'identité de la fondatrice, connue uniquement sous le nom d'Ève Dubois. Ce soir, nous pouvons révéler en exclusivité que le génie derrière le code est Aurélie Dubois, 29 ans. Ma photo a rempli l'écran. C'était le portrait professionnel que j'avais fait prendre 3 jours auparavant. Sur cette photo, je n'étais pas la fille au sweatshirt surdimensionné. Je portais un blazer noir taillé. Mes cheveux étaient lissés en arrière, mon regard direct et perçant. J'avais l'air puissante. J'avais l'air d'une menace. Des sources proches de l'accord affirment que Dubois a programmé l'algorithme de base entièrement depuis son appartement, autofinançant l'entreprise sans capital risque initial pour maintenir un contrôle total. Cette acquisition fait d'elle l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes du pays. J'ai regardé le fil d'actualité des réseaux sociaux sur le moniteur de droite. Il est passé d'un filet à une cascade en quelques secondes. Luminante Aurélie Dubois milliardaire. Attendez, n'est-elle pas liée à Thierry Dubois? J'allais au lycée avec elle. C'était la fille silencieuse. Et puis le téléphone sur mon bureau s'est allumé. Ce n'étaient pas mes parents. Ils étaient probablement sur scène ou coincés dans une conversation dont ils ne pouvaient pas s'échapper. C'était Julien. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Le son était satisfaisant, comme une cloche signalant le début d'un round. J'ai décroché à la 4e sonnerie. Allô? Ma voix était calme, ennuyée, même. Aurélie, Julien semblait à bout de souffle. J'entendais le bruit ambiant de la fête en arrière-plan, le murmure d'une centaine de voix, le tintement des couverts, la faible mélodie d'un violoncelle. Il se cachait probablement dans un couloir ou des toilettes. Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Tu devras être plus précis, Julien. J'ai une soirée tranquille à la maison, comme demandé. Ne fais pas l'idiote, siffla-t-il, sa voix se brisant. Les télévisions au bar. Tout le monde regarde son téléphone. Monsieur Beaumont vient de demander à papa si c'était vrai. Papa ne savait même pas de quoi il parlait avant que quelqu'un ne lui montre la diffusion. C'est vrai? Tu as vendu une entreprise pour 1 milliard d'euros? 1,2, ai-je corrigé gentiment. Mais après impôt, qui compte? Pourquoi tu n'as rien dit? Il paniquait maintenant. L'agressivité était là, mais elle était fragile, recouvrant un profond et terrifié tremblement. Nous aurions pu structurer ça. J'aurais pu t'aider à gérer le portefeuille. As-tu une idée de l'horreur de la situation? Tu n'es pas là. Les gens demandent où tu es. Je crois que le texte disait, seuls les invités de la haute société seront là. J'ai cité, ma mémoire de leurs insultes était parfaite.
Je ne voulais pas vous embarrasser, Julien. Mon style de vie est si décontracté. Aurélie, arrête. Il faut que tu viennes ici maintenant. Papa est en panique. Maman est en hyperventilation dans la loge. Si tu viens maintenant, on peut arranger ça. On peut dire que c'était une révélation surprise prévue pour l'anniversaire. On peut sauver la soirée. Sauver la soirée? J'ai ri, un son dur qui me semblait étranger dans la gorge. Je ne suis pas intéressé à sauver votre soirée, Julien. Je suis intéressé par la vérité et franchement, je pense que les invités sont confus. Ils réalisent que la seule personne de la famille avec de vrais actifs est celle que vous avez mise à la porte. Nous ne t'avons pas mise à la porte. Il a menti, le désespoir montant. Nous avons fait une suggestion. Écoute, nous sommes la famille. Nous devons rester unis. Tu n'as aucune idée de la pression que nous subissons. La firme de papa. Je suis au courant pour la firme, Julien. Je l'ai coupée. La ligne est devenue silencieuse. Le bruit de fond de la fête a semblé s'amplifier. Je suis au courant pour les 3 privilèges sur la maison. Je suis au courant pour le flux de trésorerie négatif. Et je suis au courant pour la société anonyme Apex Venture. Sa respiration s'est accélérée. C'était un petit bruit, mais il trahissait tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que si, ai-je dit, me penchant en arrière dans ma chaise, sentant le pouvoir passer entièrement de mon côté de la ligne. Je pense que tu sais exactement pourquoi tu ne voulais pas de moi ici. Tu ne voulais pas que je demande pourquoi maman et papa sont ruinés, n'est-ce pas? Tu avais besoin de garder l'échec à distance pour que le fils prodigue puisse continuer à s'enrichir. Tu m'écoutes, a-t-il grogné, le masque tombant complètement. Tu la fermes. Tu ne sais pas comment ça marche. Tu n'es qu'une codeuse. Tu ne comprends rien à la finance. Je comprends les maths, Julien. Et tes chiffres ne collent pas. Si tu leur dis un mot. Ou quoi? Ai-je demandé doucement. Tu vas me désinviter? J'ai raccroché le téléphone. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'enfin, le dire à voix haute. Le pont n'était pas seulement brûlé. J'avais fait exploser les piliers. 5 minutes plus tard, l'assaut a commencé. Mon téléphone, que j'avais reposé sur le bureau, a commencé à vibrer continuellement. C'était une manifestation physique de la panique qui balayait la grande salle de bal. Maman, 12 appels manqués. Papa, 8 appels manqués. Message de maman. Aurélie, décroche le téléphone immédiatement. C'est un malentendu. Nous sommes si fiers de toi. S'il te plaît, viens à l'hôtel. Nous gardons le gâteau pour toi. Message de papa. Nous devons parler maintenant. Il y a des implications fiscales dont nous devons discuter avant que tu ne signes quoi que ce soit. Ne parle pas à la presse. Ils s'affolaient. Ils n'appelaient pas pour me féliciter. Ils appelaient pour sécuriser l'actif. Ils appelaient parce que les invités de la haute société, les requins, sentaient le sang dans l'eau. J'ai regardé le fil d'actualité des réseaux sociaux. Des photos de l'intérieur de la fête commençaient à fuiter. L'une montrait mon père debout près du podium, l'air pâle et transpirant, serrant une coupe de champagne comme une bouée de sauvetage. La légende disait, anniversaire du bois, ambiance bizarre. Tout le monde parle de la fille milliardaire qui n'est pas là. Les parents ont l'air secoués. Un autre message d'un journaliste tech local qui avait visiblement fait irruption à la fête où avait été un invité s'est contenté de demander à Thierry Dubois son avis sur l'affaire Luminante. Il a affirmé qu'il avait conseillé les premières étapes. Quelqu'un sait si c'est vrai? Julien essayait de contrôler le récit. Il mentait pour couvrir ses traces, essayant de s'attribuer le mérite de mon succès pour soutenir sa propre réputation défaillante. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Si je le laissais se faire passer pour mon conseiller, il utiliserait cette légitimité pour escroquer plus de gens, pour obtenir plus de prêts, pour creuser le trou plus profondément pour mes parents. Je devais passer à l'étape supérieure. Je devais leur montrer la preuve d'une manière qu'ils ne pouvaient ignorer, ne pouvaient manipuler et ne pouvaient cacher. J'ai ouvert mon client de messagerie sécurisée. J'avais préparé un document PDF plus tôt ce matin-là. C'était un simple résumé de 3 pages. Page 1,
L'avis de saisie immobilière rédigé pour la maison de mes parents, qui n'avait pas encore été signifié, mais qui était dans le système de dépôt. Page 2, un journal des transactions montrant le virement de 200 000 € du compte de retraite de mon père vers le portefeuille crypto personnel de Julien, étiqueté frais de consultation. Page 3, une comparaison côte à côte des performances de trading de Julien par rapport au CAC 40. Il était en baisse de 45% alors que le marché était en hausse de 10%. J'ai joint le fichier. Objet, la vérité sur les finances. J'ai ajouté l'adresse email de mon père, puis celle de ma mère. Et puis j'ai hésité. Était-ce trop? Était-ce nucléaire? J'ai relu le message texte. Ton style de vie actuel et ta présentation seraient difficiles à expliquer. Ils avaient été prêts à me jeter pour sauver la face. Ils étaient prêts à me laisser croire que j'étais sans valeur afin qu'ils puissent se sentir supérieurs. Et même maintenant, Julien leur mentait, volant leur avenir tout en prétendant le protéger. Détruire le mensonge était le seul moyen de les sauver d'une ruine totale, même s'ils me détestaient pour cela. J'ai ajouté un destinataire de plus en copie cachée, l'avocat de la famille, Maître Lenoir, que je savais être à la fête. C'était un homme honnête, un vieil ami de mon grand-père. S'il voyait cela, il aurait une obligation légale d'agir. J'ai appuyé sur envoyer. Presque instantanément, la dynamique a changé. J'ai imaginé la notification sonner sur le téléphone de mon père dans sa poche. J'ai imaginé Maître Lenoir vérifiant son BlackBerry entre les plats. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était ma mère. J'ai enfin répondu. Aurélie. Sa voix était un hurlement, dépouillé de son habituel vernis. Où es-tu? As-tu une idée de ce que tu as fait? Madame Cassignol vient de me demander pourquoi tu n'étais pas assise à la table d'honneur. Elle pense que nous sommes brouillés. Nous le sommes, n'est-ce pas? Ai-je dit calmement. Tu l'as très clairement dit dans ton message. C'était pour la logistique de la fête. Aurélie, s'il te plaît. Tu dois venir ici. Julien dit qu'il peut arranger ça. Il dit qu'il peut faire une déclaration que nous sommes un partenaire silencieux. Maman, les jeux coupés. Vérifie tes emails. Quoi? Je me fiche des emails. Je me soucie du fait que la moitié de la salle s'en va parce qu'ils pensent que nous avons snobé la plus grande nouvelle de l'année. Vérifie tes emails. Attends, Thierry. Vérifie ton téléphone. Elle a envoyé un email. J'ai entendu des bruits de fouille à l'autre bout. Les jurons étouffés de mon père. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de mon père est venue de l'arrière-plan, faible mais distincte. Saisie immobilière. Qu'est-ce que c'est que ça? Continue à lire, papa. Ai-je dit à la ligne ouverte. Virement à Apex Venture. La voix de mon père a baissé, perdant sa colère et remplacée par une pure confusion. Julien, qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il un virement du fonds de retraite? J'ai alors entendu la voix de Julien, aiguë et défensive. C'est une fabrication. Elle l'a falsifié. Elle est jalouse, papa. Elle essaie de me ruiner parce que j'ai réussi. Ce n'est pas un faux, Thierry, ai-je dit assez fort pour que le téléphone l'entende. Maître Lenoir a le même document. Demande-lui de vérifier l'idée de la transaction. Julien, la voix de ma mère tremblait. Julien, pourquoi ton nom est-il sur ce compte? Donne-moi le téléphone. A crié Julien. Il y a eu une bousculade, le bruit du téléphone qui tombe. Puis la ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé l'appel déconnecté. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois c'était le contre-coup de l'explosion. La bombe avait explosé. La fête était finie. Les invités de la haute société étaient sur le point d'assister à quelque chose de bien plus divertissant qu'un quatuor à cordes. Ils allaient voir l'enfant prodigue s'effondrer. Je n'ai pas raccroché le téléphone pour retourner à mon vin. Je ne pouvais pas. Le silence dans mon appartement, autrefois un sanctuaire, ressemblait maintenant à une cage. J'avais largué une bombe sur ma famille, et si une partie de moi voulait observer les retombées à distance. L'ingénieur en moi savait que les explosions étaient imprévisibles si je n'étais pas là pour les contrôler. Dans le rayon d'action de l'explosion, Julien, le maître manipulateur, pourrait trouver un moyen de manipuler même cela. Il pourrait prétendre que j'avais piraté les comptes.
Il pourrait prétendre que j'étais mentalement instable. Il pourrait convaincre mes parents désespérés que la seule façon de sauver la face était de me dénoncer publiquement, même si la vérité leur sautait aux yeux. Je devais être celle qui finirait le travail. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à mon placard. J'ai ignoré les vêtements décontractés qui avaient fait l'objet de tant de dérision et j'ai sorti le costume que j'avais porté pour la séance photo du magazine. C'était un blazer noir architectural avec des revers en satin et un pantalon assorti qui me allait comme une seconde peau. J'ai tiré mes cheveux en arrière dans un chignon sévère, élégant et brillant et j'ai appliqué une couche de rouge à lèvres rouge foncé. Je ne m'habillais pas pour une fête. Je m'habillais pour une OPA hostile. Le trajet jusqu'à l'hôtel a duré 20 minutes. Mes mains agrippaient le volant de ma berline cabossée, celle que je gardais parce qu'elle était fiable, pas accent grave-l'œil, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Lorsque je me suis arrêté devant le valet de l'hôtel Le Grand Historique, le préposé a regardé la voiture avec un ricanement, puis moi. Son expression a vacillé lorsqu'il a vu le regard dans mes yeux. « Gardez-la près », ai-je dit, lui tendant un billet de 20 €. Je ne resterai pas longtemps. Le hall était une caverne de marbre et de dorure, résonnant des sons lointains du gala. J'entendais le murmure de la foule avant même d'atteindre les doubles portes en acajou de la salle de bal. La sécurité était stricte, un témoignage de la liste d'invités de la haute société que mes parents avaient dressée. Un homme costaud en costume s'est interposé devant moi, un bloc-notes à la main. « Non » a-t-il demandé d'un ton monocorde. « Aurélie Dubois », ai-je dit. Il a scanné la liste. Il a froncé les sourcils. Il l'a scanné à nouveau. « J'ai bien peur que vous ne soyez pas sur la liste, mademoiselle Dubois », a-t-il dit, levant les yeux avec un sourire condescendant et rodé. « C'est un événement privé, strictement sur invitation. » Vérifiez l'addendum VIP, ai-je menti doucement, sans rompre le contact visuel. Il n'y a pas. Vérifiez les nouvelles, ai-je interrompu, ma voix basse et dangereuse. Et puis demandez-vous si vous voulez être la personne qui a refusé l'entrée à la femme qui vient d'acheter l'Internet. Il a cligné des yeux. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé et la reconnaissance a éclaté. Il avait vu la diffusion. Il a reculé, décrochant la corde de velours avec des doigts maladroits. Par ici, mademoiselle Dubois. Mes excuses. J'ai poussé les portes. La salle de bal était magnifique. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond, projetant une lumière chaude et coûteuse sur la pièce. Mais l'atmosphère était mauvaise. Ce n'était pas festif. C'était tendu. Le quatuor à cordes jouait une version frénétique de Vivaldi, essayant de couvrir le son d'une centaine de conversations étouffées. Les têtes se sont tournées à mon entrée. Cela a commencé comme une ondulation près de la porte et s'est répandu vers l'extérieur comme une vague. Les murmures se sont faits plus forts. C'est elle. C'est la fille? Elle a l'air différente. Ce costume coûte plus cher que ma voiture. Je ne les ai pas regardés. J'ai fixé mes yeux sur la table d'honneur à l'extrémité de la pièce. C'était un tableau de désastre. Ma mère était assise, le visage enfoui dans une serviette, ses épaules tremblantes. Mon père était debout, le visage rouge, se disputant avec un homme en smoking, Maître Lenoir, l'avocat. Et Julien faisait les 100 pas, ses bras agitant frénétiquement, gesticulant vers un téléphone qu'il tenait fermement. J'ai descendu l'allée centrale. La foule s'est écartée devant moi. Je me sentais comme Moïse fendant la mer Rouge, mais au lieu de l'eau, je poussais à travers un mur de jugement et de curiosité soudaine et désespérée. Julien m'a vu en premier. Il s'est figé en plein geste. Son visage, habituellement si composé et beau, était tordu dans un masque de pure panique. « Toi !» a-t-il crié, sa voix se brisant, faisant taire les quelques conversations restantes. « Tu as du culot de te montrer ici après ce que tu as fait. » La musique s'est arrêtée. Le quatuor a abaissé ses archets. La pièce est devenue silencieuse. « Bonjour, Julien », ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais dans la perfection acoustique de la salle de bal, elle a porté jusqu'au chevron. « Joyeux anniversaire, maman et papa. Faites-la sortir d'ici !» a crié Julien, se tournant vers les gardes de sécurité qui planaient incertains aux abords de la pièce. Elle est entrée sans autorisation. Elle nous harcèle. Elle a piraté mes comptes. Mon père a levé les yeux. Il avait l'air vieilli,
10 ans de plus que ce matin-là. Il a regardé de Julien à moi, ses yeux grands ouverts et égarés. Aurélie, a-t-il chuchoté. C'est vrai? L'email. C'est vrai, papa? Ai-je dit, m'arrêtant à 3 mètres de la table. Tout. Elle ment? A crié Julien, s'avançant vers moi. Il avait l'air dérangé, des gouttes de sueur sur le front. Elle est jalouse parce que c'est moi qui m'occupe de cette famille. C'est moi qui gère l'argent. Elle n'est qu'une écrivaine ratée qui vit dans une boîte. J'ai ri. C'était un rire sincère cette fois, né de l'absurdité de son délire. Une écrivaine ratée, ai-je répété. Je me suis tourné vers la pièce, m'adressant directement aux invités de la haute société. Mon frère semble avoir l'impression que le succès est défini par la voiture que l'on loue ou les fêtes que l'on donne. Je me suis retourné vers Julien. Je n'ai pas piraté tes comptes, Julien. Je les ai audités. Registre public, journaux de transactions. La blockchain ne ment pas, même si toi, si. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que tu as hypothéqué la maison 3 fois, ai-je dit, énumérant les points sur mes doigts. Je sais que tu as spéculé à la baisse avec le fonds de retraite de papa et que tu as perdu 40% en 2 semaines. Je sais qu'Apex Venture est une société écran enregistrée à ton appartement, utilisée pour siphonner des honoraires de consultation pour un travail que tu n'as jamais fait. La foule a halté. J'ai entendu le mot fraude chuchoter quelque part à ma gauche. C'est technique. Bégaya Julien. C'est une stratégie financière complexe que tu ne comprendrais pas. Maître Lenoir, l'avocat, s'est avancé. Il a levé son téléphone. En fait, Julien, a-t-il dit, sa voix grave. Je viens de vérifier les identifiants de transactions qu'Aurélie a envoyés. L'argent n'est pas allé à des positions sur le marché. Il est allé à un compte privé aux Caraïbes, puis il a été utilisé pour payer des dettes de jeu. Ma mère a levé la tête de sa serviette. Son mascara coulait, tachant ses joues de noir. Je? A-t-elle chuchoté. Julien, tu as dit. Tu as dit que le marché était juste volatile. C'était vrai. A plaidé Julien en se tournant vers elle. Maman, ne les écoute pas. Je peux arranger ça. J'ai juste besoin de temps si on obtient le prêt des Beaumont ce soir. Il n'y a pas de prêt. Une voix grave a résonné dans la foule. Monsieur Beaumont, le capital risqueur que mon père avait désespérément voulu impressionner, est sorti d'un groupe de spectateurs. C'était un homme imposant, et il semblait furieux. Je ne fais pas affaire avec des détourneurs de fonds, a dit monsieur Beaumont, fusillant Julien du regard. Puis il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant en respect. Mais je fais affaire avec des innovateurs, mademoiselle Dubois, ou devrais-je dire des... Aurélie, c'est bien, ai-je dit. Cet algorithme à vous, a dit monsieur Beaumont, ignorant complètement mes parents. C'est brillant. J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous avec vous pendant 6 mois. J'étais occupé, ai-je dit, à construire une entreprise d'1 milliard d'euros. Le poids de ces mots s'est installé dans la pièce. Mes parents m'ont regardé. Pour la première fois de ma vie, je les ai vus me voir vraiment. Non pas comme la déception, non pas comme le projet, mais comme une titan. Julien a regardé autour de la pièce, réalisant que le terrain avait changé. Ses alliés étaient partis. Son charme s'était évaporé. Il se tenait seul au bord du précipice. Tu te crois si spécial, a ricané Julien, sa voix basse et venimeuse. Une dernière tentative désespérée de me blesser. Mais tu es toujours seule, Aurélie. Maman et papa ne voulaient pas de toi ici. Tu t'en souviens? Ils m'ont choisi. Ils ont choisi un mensonge, ai-je dit doucement. Et je ne suis pas seul, Julien. J'ai montré l'écran qui avait été installé pour le diaporama d'anniversaire. Quelqu'un, peut-être un technicien serviable qui avait suivi les nouvelles, avait changé l'entrée. Il affichait le flux en direct de l'acquisition de l'Uminante. J'ai la vérité, ai-je dit. Et à partir de ce soir, j'ai les ressources pour m'assurer que vous ne voliez plus jamais un centime à qui que ce soit dans cette pièce. Je me suis tourné vers mes parents. Je vous suggère de vérifier votre police d'assurance habitation. Je crois qu'elle contient une clause concernant le vol par un membre de la famille. Vous en aurez besoin. Et sur ce, j'ai tourné les talons.
Je n'ai pas attendu les applaudissements, les excuses ou les larmes. J'ai redescendu l'allée, la tête haute, laissant derrière moi les ruines de leur anniversaire parfait. Les retombées ont été rapides et brutales, exactement comme je l'avais calculé. Le lundi matin, Julien était en garde à vue. Maître Lenoir n'avait pas perdu une seconde. Une fois que les preuves de la fraude télégraphique ont été irréfutables, il avait déposé un rapport auprès de l'autorité des marchés financiers et du procureur local. Il s'est avéré que mes parents n'étaient pas ses seules victimes. Julien avait géré les portefeuilles de 3 autres familles de leur cercle social. Les invités de la haute société qu'il avait tant désespéré d'impressionner étaient ceux qui ont signé les déclarations de témoins contre lui. Je ne lui ai pas rendu visite. Je n'ai pas payé sa caution. Pour la première fois de ma vie, je l'ai laissé affronter les conséquences de ses propres actions sans m'offrir comme tampon. 3 semaines plus tard, j'étais de retour dans mon appartement. Les cartons étaient enfin emballés, mais cette fois ils étaient déplacés par une équipe professionnelle vers un Pentouz en centre-ville, un endroit avec une vue sur la ligne d'horizon et suffisamment de sécurité pour tenir les paparazzis à distance. La sonnette a retenti. J'ai vérifié le moniteur. C'étaient mes parents. Ils semblaient plus petits que je ne me souvenais. Mon père portait un cardigan au lieu d'un costume, et il semblait frêle. Ma mère ne portait pas de maquillage, ses cheveux attachés par une simple pince. Ils ressemblaient à des gens ordinaires et vaincus. Je leur ai ouvert. Ils se tenaient dans mon couloir, regardant les piles de cartons, l'équipement informatique haut de gamme, la vie que j'avais construite sans eux. Aurélie, a commencé mon père, sa voix lourde d'émotion. Il tenait son chapeau dans ses mains, tordant le bord. Nous ne savions pas si tu nous verrais. J'ai 10 minutes avant l'arrivée de mon équipe juridique, ai-je dit, appuyé contre l'encadrement de la porte. Je ne leur ai pas donné plus de temps, je ne les ai pas invités à s'asseoir. Nous voulions nous excuser, a dit ma mère, les yeux rougis. Nous n'avions aucune idée, Aurélie, de Julien. De toi. Vous n'aviez aucune idée parce que vous ne vouliez pas savoir. Ai-je dit, ma voix ferme. Vous m'avez regardé et avez vu un échec parce que cela faisait de Julien un succès par comparaison. Il était plus facile pour vous de croire que j'étais inutile que d'admettre que votre enfant prodige était un fraudeur. Nous avons eu tort, a admis mon père, des larmes coulant sur ses joues burinées. Nous avons eu tellement tort, nous avons perdu la maison. La banque va saisir la semaine prochaine. Les avocats ils disent que nous sommes responsables de certaines des dettes de Julien parce que nous avons signé les comptes joints. Ils se tenaient là, la demande tacite suspendue dans l'air. Sauvez-nous. Je les ai regardés. J'ai ressenti une pointe de pitié. Oui, c'étaient mes parents, mais la colère avait disparu, remplacée par une clarté sourde et douloureuse. J'ai acheté la maison, ai-je dit. Leurs têtes se sont relevées. L'espoir, brillant et désespéré, a inondé leur visage. Tu l'as fait, a haleté ma mère. Oh, Aurélie, merci. Nous savions que tu. J'ai acheté la dette, ai-je corrigé. La banque ne possède rien. Je possède l'hypothèque. J'ai marché jusqu'au bureau et j'ai pris un dossier. Je l'ai tendu à mon père. C'est un contrat de location, ai-je dit. Vous pouvez rester dans la maison. Je ne vous expulserai pas. Le loyer est fixé à 0 € par mois. Aurélie, c'est incroyablement généreux, a bégayé mon père. Cependant, ai-je poursuivi, ma voix durcissant. Il y a des conditions. Premièrement, Julien n'est jamais autorisé sur la propriété. Pas pour des vacances, pas pour une visite, pas pour une minute. S'il met le pied sur l'allée, le bail est annulé et vous serez expulsé immédiatement. Ma mère a tressailli, mais elle a hoché la tête. Il nous a ruinés. Nous le savons maintenant. Deuxièmement, ai-je dit, vous ne parlerez pas à la presse de moi. Vous ne donnerez pas d'interview sur la façon dont vous avez élevé une milliardaire. Vous ne vous attribuerez pas le mérite de mon travail. Si quelqu'un vous demande, vous direz que je suis une femme indépendante qui a fait son propre chemin. Nous comprenons, a dit mon père doucement. Et troisièmement, ai-je dit, les regardant tous les deux dans les yeux. Ne vous attendez pas à ce que je vienne à la prochaine fête. Je crois que je préfère ma propre compagnie. Ils sont restés là un long moment, assimilant le changement de pouvoir.
Ils m'avaient élevée pour être obéissante, pour être silencieuse, pour être le bruit de fond de leur vie. Au lieu de cela, j'étais devenue la propriétaire de leur réalité. Nous t'aimons, Aurélie, a dit ma mère, sa voix tremblante. Vraiment. Je sais, ai-je dit, et je la croyais. Ils m'aimaient à leur manière limitée et imparfaite. Mais je savais aussi que l'amour ne devrait pas faire autant de mal. Au revoir, maman, papa. Ils sont partis, marchant lentement dans le couloir, serrant le contrat de location comme une bouée de sauvetage. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis retourné vers mon appartement vide. Le soleil brillait à travers les fenêtres, illuminant les brins de poussière dansant dans l'air. Je n'étais plus la fille qui attendait au téléphone. Je n'étais plus la fille qui avait besoin de leur approbation pour se sentir entière. J'étais Aurélie Dubois. J'avais construit un royaume avec du code et du silence. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma nouvelle vice-présidente des opérations. Réunion dans 10. Prête à changer le monde? J'ai souri, prenant mon sac. C'est déjà fait, ai-je répondu en tapant. Je suis sorti par la porte, vers la lumière aveuglante de mon propre avenir, et je n'ai pas regardé en arrière.